Merci à vous d'être ici et d'accompagner le Salon du Crédit et de partager quelques informations, quelques actualités juridiques durant lesquelles on va parler des intempéries qui tombent sur la tête de l'intermédiaire bancaire et en particulier du courtier. N'hésitez pas à réfléchir aux questions que vous pouvez avoir, aux interrogations qui vous démangent tout au long de l'année, toutes les choses qui vous torturent. Il y aura des micros, on peut partager vos interrogations et on peut y répondre surtout avec plaisir. C'est bien plus efficace que de faire défiler des jolies diapositives. Avant d'entrer dans la présentation des différents points qui composent l'actualité de 2021, d'abord un petit tableau général. Quelle est la couleur du contexte juridique pour les intermédiaires bancaires? Il y a deux points essentiels, et ces deux points essentiels se divisent eux-mêmes en deux points. Donc, il y a 4 sujets. Premier point, les banques. Le sujet essentiel avec les banques, c'est la persistance et la continuation du délabrement, de l'effondrement du système bancaire français. Les clients vont de moins en moins dans les agences, les clients pour de vraies raisons. Et les clients préfèrent de plus en plus les intermédiaires bancaires, les intermédiaires en général, les courtiers en crédit. Ça, c'est un premier point très important de contexte. Il est déterminant si on veut bien comprendre ce que sont les actualités juridiques et comment on les articule avec le métier et la pratique de l'intermédiation en crédit. Le deuxième point qui va avec le délabrement du système bancaire, qui se prolonge devant nos yeux, c'est que les banques ont fait un choix, là je vous apprends rien, qui n'est pas celui de la coopération avec les intermédiaires bancaires, mais qui est celui de l'affrontement avec les intermédiaires bancaires. C'est-à-dire qu'on a en permanence affaire à des difficultés de relations ou de coexistence avec les établissements bancaires. Et les banques ont une particularité, elles peuvent commettre toutes les enfreintes ou presque qu'elles veulent au droit, elles ne sont jamais sanctionnées. Et ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui dans l'exercice du métier de courtier en crédit. Voilà pour le premier point dans le paysage. Le deuxième, dominant dans l'actualité de 2021, en cette fin d'année, bientôt 2022, le deuxième point, c'est la conformité juridique. Quel terme épouvantable, quel sujet affreux. Il n'y a pas moins sexy comme sujet que la conformité juridique de l'intermédiaire bancaire. Et bien ce sujet si peu agréable et si peu onctueux va devenir un sujet important. C'était un sujet important, la conformité juridique, mais les actualités du moment font que ça devient un sujet important. Pourquoi ? Parce qu'approche à grands pas, vous le savez, l'adhésion obligatoire à une association professionnelle. Cette adhésion obligatoire, elle va constituer une condition d'exercice de la profession. En termes très simples, pas d'adhésion ou plus d'adhésion à l'association professionnelle, pas d'exercice du courtage en crédit. Et l'adhésion va être fondée essentiellement sur votre niveau et votre qualité en matière de conformité juridique. Donc en termes simples, pas de bonne conformité juridique, pas d'adhésion à l'association professionnelle, pas d'adhésion à l'association professionnelle, pas d'exercice du courtage. Et pas de palais, bien entendu. On ne peut pas éviter de faire la blague. Et deuxième point, et donc quatrième et dernier point des 4 points d'ensemble, s'agissant de la conformité juridique, on peut dire, sans se tromper beaucoup, que vous avez aujourd'hui la possibilité de mesurer votre conformité juridique et de réparer cette conformité juridique, de lui donner un très bon niveau sans vous embêter profondément avec le sujet. C'est un message important pour moi que je souhaite vraiment partager avec vous aujourd'hui. La conformité juridique, ce n'est pas un calvaire, ce n'est pas une difficulté, ce n'est pas un supplice non plus. Vous n'êtes pas obligé de connaître par cœur le code monétaire et financier ou le code de la consommation ou les plus récentes jurisprudences.
Vous pouvez laisser ça aux gens un peu fragiles d'esprit qui se régalent avec ces sujets-là. Si ces sujets-là ne vous passionnent pas, ça ne présente pas de difficulté. Vous avez la possibilité d'être en bonne conformité juridique sans y passer un temps démesuré et sans consommer d'aspirine de façon démesurée. Voilà le propos général et introductif pour les actualités juridiques de l'année. Voilà le contexte dans lequel on est. Un contexte difficile avec les banques qui ont le privilège de commettre des enfreintes au droit sans être punies. Et il faut l'avoir à l'esprit tout le temps. De l'autre côté, une conformité qui est de plus en plus présente, de plus en plus nécessaire, qui coûte, mais dont on peut se débarrasser ou se défaire de façon assez efficace. Voilà le panorama de l'année pour ce qui concerne les intermédiaires bancaires. Là-dessus, quelques sujets qu'on va commenter sans les détailler tous, pour laisser de la place à vos interrogations ou à vos suggestions ou à vos réflexions. Donc quelques sujets qui illustrent l'année. Tout d'abord, vous avez vu cette découverte en matière de taux annuel effectif global et de frais de courtage. Ce n'est pas vraiment une découverte en réalité, c'était dans le code de la consommation depuis 2016. Mais ça fait des années, depuis 1966 en vérité, qu'on a tous dans la tête, et les banques les premières, que les frais de courtage font partie du TAEG. C'est absolument faux. Depuis 2016, les frais de courtage n'entrent dans le TAEG qu'à une condition, et il faut que cette condition soit présente, que le service de courtage soit une condition d'octroi du prêt. Que le service de courtage soit imposé par la banque, sans quoi elle n'accorde pas le crédit. Vous m'accorderez que c'est une situation qui est rarissime. Si certains parmi vous sont en relation avec des banques qui obligent les clients à passer par un courtier, qu'ils se signalent, nous ferons une publicité absolue pour ces établissements bancaires visionnaires et particulièrement respectueux des besoins des consommateurs. Donc les frais de courtage ne sont pas dans le TAEG, mais les banques ne respectent pas la loi, donc elles n'appliquent pas cette règle, et ça a des conséquences énormes. Alors elles n'appliquent pas la loi, qui est rappelée, vous l'avez sur les écrans, vous aurez cette présentation qui sera en téléchargement sur le site en droit avocat, très librement accessible, comme tous les ans. Vous avez de la jurisprudence, c'est que maintenant on est à pratiquement une dizaine d'arrêts. Une dizaine d'arrêts de cour d'appel qui disent « mais non, les frais de courtage ne sont pas systématiquement dans le TAEG ». Et ce qui est amusant, c'est que ces arrêts de cour d'appel, comme celui-là tout récent, il est de juillet 2021, pendant qu'on était tous en train de rêver au soleil, la cour d'appel de Pau a édicté et prononcé cette phrase magnifique qui ne fait que rappeler le code de la consommation. Ce qui est assez étonnant et surréaliste, c'est que ce sont les banques elles-mêmes qui vont voir les juges de cour d'appel parce que les juges d'avant se sont trompés, parce que les avocats qui défendent les clients sont persuadés que la banque s'est trompée. Tout le monde dit la banque s'est trompée, elle a intégré les frais de courtage, elle s'est trompée. Ça monte gentiment, on arrive à la cour d'appel, et toutes les cours d'appel maintenant disent ce que vous avez devant les yeux. Non, non, non. Si les frais de courtage, si le service de courtage n'est pas une condition d'octroi du prêt, les frais de courtage ne sont pas dans le TAEG. Je n'ai pas besoin de vous faire une explication très détaillée sur les conséquences de cette règle qui est une bénédiction juridique. Elle permet, si on l'applique correctement, elle permet de faire passer des dossiers pour lesquels on serait coincé par le taux de l'usure. Mais surtout, les banques qui ont parfaitement compris la règle, puisque maintenant on la diffuse publiquement, vous la relayez, vous en faites part aux banques, elles ne peuvent plus dire on n'était pas au courant. Elles le savent, des associations professionnelles leur mettent devant les yeux en permanence, mais les banques persistent, pour une raison très simple, c'est que ça leur donne la main sur votre rémunération. C'est tellement facile d'avoir un levier ou un marteau pilon ou un pied de biche
pour rentrer chez le courtier et lui dire « faut que tu baisses tes honoraires, sinon je ne fais pas le prêt ». Donc ça, c'est l'aspect véritablement scandaleux. On trompe accessoirement le consommateur, hein, puisqu'on lui livre une information qui n'est pas conforme à la réalité. Donc voilà ce qu'on peut dire sur TAEG et frais de courtage. J'en profite pour dire que, en réponse sans doute aux interrogations que vous pouvez vous poser, hein, comment on fait, toutes ces choses-là, le TAEG, tous les autres sujets en relation avec les banques, sont des sujets qui n'avanceront pas si on n'a pas des procédures judiciaires. Le fonctionnement des banques est tel, le fonctionnement du marché est tel, qu'on n'a pas de solution géniale. Je les ai exposées devant vous, les solutions, vous les avez là. On n'a pas de solution géniale. Pourquoi ? Parce qu'on est face à des gens qui connaissent la règle et qui ont choisi de ne pas l'appliquer parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas sanctionnés par leurs autorités de contrôle. Tant qu'on n'aura pas sur quelque sujet que ce soit dans les relations avec les banques, tant qu'on n'aura pas des décisions judiciaires, des procès, on n'avancera pas. C'est vrai pour tout. Heureusement, il y a des courtiers, à droite ou à gauche, les uns ou les autres, qui ont le courage d'engager des procès contre les banques. Ce n'est pas une voie facile, ce n'est pas une voie simple, mais c'est nécessaire si on veut faire évoluer cette dramatique situation qui est la contravention permanente avec les règles du droit bancaire et du droit tout court. Ça, c'est juste la liste des arrêts qui explique ce qu'on vient de dire. Je vous passe le sujet rapidement. Vous avez des articles qui sont rappelés dans le document et vous pouvez cliquer sur les liens. La réforme du courtage, deuxième sujet d'actualité. On l'a dit hein, très simplement, vous le savez, adhésion obligatoire à une association professionnelle. À partir du 1er avril 2022 pour les nouveaux entrants, du 1er janvier 2023. Vous aurez énormément d'informations. La question va être, qu'est-ce que l'association professionnelle vous propose ? Il y a encore beaucoup d'imprécisions dans cette loi, malgré ce que vous pouvez lire de la part de ceux qui en font la promotion, hein, qui la présentent comme un brillant succès ou une grande réalité. Je passe très vite là-dessus parce que c'est plus un sujet intéressant. C'est une loi qui a été construite de façon calamiteuse, qui est pleine de zones d'ombre, pleine d'imprécisions. Mais peu importe, la réalité c'est qu'elle va s'appliquer, qu'il faut l'appliquer, et donc qu'il faut trouver aujourd'hui comment appliquer cette loi. Le terme interdit, c'est de dire que l'association professionnelle va contrôler le courtier. C'est la réalité. L'association professionnelle, j'ai mis ici ce qu'elle va faire, vérifier le respect des exigences professionnelles et organisationnelles. Vous voyez, c'est la dernière ligne. Qu'est-ce que c'est que vérifier le respect des exigences professionnelles et organisationnelles si ce n'est pas contrôlé ? Donc il y aura un contrôle, et encore une fois, il faut bien comprendre que ce contrôle va être basé sur votre capacité en tant que courtier à produire des preuves que vous êtes conforme. Sur ce point, on fait circuler un petit questionnaire qu'on a mis en ligne. Il y a un QR code, il y a des liens. 20 questions, 2 minutes. Vous évaluez votre niveau de conformité et on voit très rapidement où sont les dommages et les blessures de conformité qui sont évidemment très faciles à réparer. Bon, je passe sur ces commentaires-là. Donc, non seulement il sera important que vous ayez une connaissance de votre niveau de conformité juridique. Alors je précise que, quel que soit le point de vue qu'on ait sur la conformité, pour une raison que je ne connais pas, on trouve toujours que la conformité, on est super bien. On est persuadé qu'on est super bien, on est persuadé qu'on pourra convaincre le contrôleur de la DGCCRF, on est persuadé qu'on pourra convaincre le contrôleur de la CPR, qui sera ébloui par votre conception de la conformité et par sa mise en œuvre. Tout l'environnement autour de vous est rassurant là-dessus. Hein. Mais oui, notre contrat ne pose pas de problème. Mais oui, les mentions légales de ton site sont magnifiques. Mais oui,
Que sais-je encore? Notre devoir de conseil est parfaitement... Faites le test, 20 questions, 2 minutes, vous avez la réponse immédiatement et vous savez où vous en êtes. Bon, alors ce qui est important, c'est pas d'évaluer sa conformité, se donner une note et savoir qu'on est très malade, un peu malade ou pas du tout. Ce qui compte, c'est encore une fois de réparer, de rectifier les anomalies pour être parfaitement conforme. Et là-dessus, un message extrêmement simple. J'observe les intermédiaires bancaires depuis très longtemps et il m'a semblé constater quelque chose, mais peut-être je me trompe, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. À chaque fois qu'on propose à un intermédiaire de gagner plus d'argent, il est très à l'écoute. À chaque fois qu'on propose à un intermédiaire de payer plus de frais, il écoute un peu moins. Alors, je vous fais une proposition un peu osée. J'ai la conviction profonde que dans les travaux de conformité, et je vais vous le démontrer par un exemple ou deux, que dans la conformité juridique, où il faut payer, on estime que c'est 1, 2%, peut-être 3% des frais généraux. Dit de façon extrêmement infantile ou infantilisante, si vous ne claquez pas 2% de frais généraux en conformité juridique, c'est que vous n'avez pas fait les investissements qu'il faut en conformité juridique. C'est comme le marketing. Si vous voulez attraper des clients, il faut mettre de l'argent pour attraper des clients. Les leads ne sont pas gratuits. L'acquisition de prospects, ce n'est pas gratuit. Si on ne met pas d'argent, on n'a pas de clients. Et ce n'est pas parce qu'on a acheté des adresses qu'on a forcément, vous le savez, la réussite commerciale au bout. La conformité, c'est un peu pareil. Si on ne met pas d'argent, on n'a pas de conformité. Et si on a mis de l'argent pour avoir de la conformité, on n'a pas forcément bien fait. Donc la proposition est la suivante. La conformité, c'est comme être enceinte, c'est très binaire. Je suis conforme ou je ne suis pas conforme. Il n'y a pas de « je suis un petit peu conforme »,« je suis presque conforme »,« je serai conforme demain ». Non. La conformité juridique, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je suis conforme ou pas? Adéquation, inadéquation. Donc ça, c'est facile. Maintenant, on a une bonne compréhension de ces sujets. Et je répète, n'importe quel prestataire de service peut vous aider à vous mettre en conformité. Vous payez un prix, vous vous faites expliquer ce qui ne va pas, vous acceptez de vous laisser convaincre que c'est une vraie réalité, que ça ne va pas et que ce n'est pas super génial comme vous le pensiez. Et tout ça est réparé, facilement. Mais il y a un troisième étage qui est apparu dans les réflexions qu'on a eues à plusieurs à l'occasion de la réforme du courtage, c'est l'optimisation de la conformité. Puisque j'ai mis de l'argent pour être conforme, puisque je suis de plus en plus obligé de mettre de l'argent parce que je suis de plus en plus obligé d'être conforme. Je veux adhérer à une association, ça m'est imposé pour travailler. Eh bien, il y a une couche d'optimisation. Parce qu'en réalité, je prends l'exemple d'un contrat de mandat pour un courtier en crédit. En réalité, c'est pas très compliqué de faire un contrat de mandat conforme. On en voit encore beaucoup qui ne sont pas conformes. C'est pas très compliqué de faire un contrat conforme. Mais c'est pas très compliqué non plus, puisqu'on est dessus, puisqu'on a la page devant les yeux, c'est pas très compliqué de créer des clauses supplémentaires qui peuvent vous rapporter de l'argent. Comment on fait? On regarde où il y a du contentieux avec les courtiers. Où il y a du contentieux. Il y a quelques sujets de contentieux qui sont en train de grimper en permanence, dont un qui est normal, le contentieux de la rémunération du client. De plus en plus d'emprunteurs vont voir des courtiers, les réseaux se professionnalisent, les méthodes deviennent un peu plus poussées, précises, et vous avez des petits malins qui ont parfaitement compris cette règle du code de la consommation. Pas de prêt, pas de mise à disposition des fonds, ce que vous appelez le déblocage des fonds, pas de prêt, pas de paiement. Et vous savez bien qu'il y a des clients qui font travailler le courtier, qui prennent tout le travail, qui vont dans une banque, laquelle dit « si vous passez par moi directement, vous n'aurez pas les frais de courtage ». On revoit comment l'argument frais de courtage dans le TAEG est utilisé par les banques pour semer le désordre. Ce qui est complètement faux. Quand la banque dit « vous passez par moi, pas de frais de courtage », c'est absolument faux. Mais bref, vous avez un client qui est tenté de vous avoir fait travailler et d'utiliser votre travail pour obtenir un prêt sans vous rémunérer. Alors l'exemple, il est très simple. Puisqu'on fait un travail de conformité pour mettre en conformité un contrat de mandat, par exemple, eh bien on peut rédiger des clauses qui rendent
je ne dis pas à 100%, hein, plus facile, plus efficace le recouvrement de la rémunération face à des clients qui ne se comportent pas correctement. Si vous n'avez pas ces clauses, c'est très compliqué de faire du recouvrement. Si vous avez rédigé des contrats, vous savez, il y a un article du Code civil qui est très connu, et qui dit le contrat est la loi des parties. Quand vous écrivez un contrat, vous avez une puissance de législateur. Vous pouvez mettre des clauses. Pas tout, mais vous pouvez mettre des clauses. Donc l'optimisation, je prends cet exemple avec la rémunération. Si vous avez des clauses dans votre contrat de mandat qui vous permettent de récupérer dans l'année 1000, 2000 euros d'honoraires 3 ou 4 fois, vous allez pas mal rembourser vos investissements de conformité. Voilà pour la réforme du courtage et la conformité juridique. Ça, c'est le tableau le plus abominable de l'année, hein. Donc je l'ai mis là, il est illisible. C'est le tableau qui synthétise toutes les dispositions de la réforme du courtage. Si vous voulez les lire, vous avez la loi qui est résumée dans ce tableau, qui sera donc accessible. Dernier point important, ou avant-dernier point important de l'actualité juridique de cette année, sur lequel j'ai souhaité attirer votre attention, quelque chose qui fait un contentieux grandissant aussi, le refus de prêt, qui concerne tous les IOBSP. Tous les IOBSP. Les MNE d'établissement de crédit, les mandataires d'établissement de crédit, mais aussi les courtiers. Alors là, c'est assez simple. Il y a plusieurs petites règles qui sont en train d'évoluer, ou qui ont évolué. Et ce qu'il faut retenir de façon centrale, c'est que dès que vous êtes en présence d'un compromis de vente ou d'une promesse de vente, vous avez un risque juridique. Vous savez, pendant très longtemps, on a dit, on a écrit, et c'est bien de continuer à l'écrire, pendant très longtemps, on a dit, le courtier n'est pas tenu par la promesse de vente. Oui, la promesse de vente, c'est l'affaire du client. Il a signé, moi je fais un contrat de mandat, c'est pas mon problème. En fait, pour faire court, toute la jurisprudence récente est en train de converger pour dire, si le courtier n'a pas travaillé en respectant les conditions de la promesse de vente ou du compromis, il engage sa responsabilité. Alors vous voyez la mécanique, hein, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Le prêt n'est pas obtenu. Les banques ne donnent pas souvent les attestations de refus, surtout s'il y a un courtier, tellement plus facile. Le vendeur, qui ne fait pas sa vente puisqu'il n'y a pas de prêt, se retourne vers l'acheteur et lui dit « Tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour obtenir le prêt. Tu me dois les 40 000 euros, les 50 000 euros de l'indemnité. » C'est pas rien. Ça motive l'avocat du vendeur, hein, assez vite. Et l'acheteur, qui n'est pas un acheteur en réalité, puisqu'il n'a pas eu de prêt, se retourne vers vous et dit « Mais moi, je travaillais avec un courtier, c'est le courtier qui a fait le travail. » Et donc, c'est cette mécanique-là qui est en train de s'enclencher, contre laquelle on peut se prémunir, pas tellement par des moyens juridiques, mais surtout par une méthode de travail. Une méthode de travail qui est centrée sur la promesse et le compromis de vente. Vous devez pouvoir prouver en cas de refus de prêt que vous avez cherché un prêt conforme aux conditions de la promesse ou du compromis. Et il faut vous organiser pour ça. Alors on a fait une petite liste d'une dizaine, une demi-douzaine de points clés, mais tout est centré là-dessus. Petit rappel au passage, c'est les diapositives que vous avez devant les yeux. On ne le dira jamais assez fort, hein. Le contrat de mandat est opposable à toute banque. Je ne suis pas aveugle, complètement encore, et je ne suis pas complètement sourd non plus. J'ai parfaitement compris que le monde français, le monde de l'environnement bancaire français est rempli de banques qui vous disent « t'as pas de convention de partenariat, je ne prends pas tes demandes de crédit ». Je rappelle que ça, c'est faux, c'est contraire au droit, et ça fait partie des pratiques insupportables des banques. Ça, c'est la réponse du ministre des Finances en mai dernier. Je passe sur le refus de prêt. J'ai donné ici des exemples qui sont cités de la jurisprudence des tribunaux, hein. Ah oui, alors vous avez une petite nouveauté récente, l'agent immobilier.
L'agent immobilier, il peut se réveiller aussi en disant « Le prêt n'a pas été obtenu à cause du courtier qui n'a pas fait le boulot. Ah, moi, j'ai bien vu, il y avait la promesse de vente, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, il me doit une indemnité. À moi, l'agent immobilier. » Ça fait partie des développements récents. Alors, vous avez dans ces articles dont les liens sont accessibles et que vous connaissez peut-être, beaucoup plus de détails. Alors, c'est des articles publics, donc je ne donne pas non plus aux consommateurs les moyens de marcher sur la tête du courtier, mais c'est quand même assez clair. Et en tout cas, retenez bien, il faut vous organiser pour pouvoir prouver que vous avez travaillé, non pas conformément seulement au contrat de mandat, mais conformément également à la promesse ou au compromis. Je passe très vite sur le dernier sujet. C'est un gros mot. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance des produits bancaires? C'est d'abord une formidable claque que les banques françaises ont reçue. La gouvernance des produits bancaires, en gros, ça consiste à s'assurer que les produits bancaires sont vendus à des clients pour lesquels c'était prévu. Vous voyez toute l'importance, à partir du moment où la banque passe par des courtiers ou des intermédiaires bancaires, la banque va devoir discuter avec l'intermédiaire bancaire pour s'assurer que son obligation est bien remplie. C'est un texte assez ancien que les banques ont cru assez intelligent d'aller critiquer devant des tribunaux européens. Ça émane de l'autorité bancaire européenne, une sorte d'ACPR européenne, et les banques françaises ont dit non, ces règles de gouvernance, ça ne s'applique pas, ce machin-là n'a pas le droit de nous imposer des trucs. Énorme paire de baffes, toute récente, devant la Cour de justice de l'Union européenne, le 15 juillet. C'était juste avant la Cour d'appel de Pau sur le TAEG. Vous voyez, on s'amuse bien au mois de juillet en matière d'actualité bancaire. Donc les banques ont spectaculairement perdu, les banques françaises ont perdu leur démarche judiciaire devant la Cour de justice de l'Union européenne. La gouvernance des produits bancaires est quelque chose qui va s'installer et qui va nécessiter du dialogue parce que les banques vont avoir besoin de justifier comment elles distribuent. C'est une occasion extraordinaire de montrer un service du courtier, de montrer le rôle du courtier ou de l'intermédiaire bancaire dans le marché et de restaurer de la discussion avec les banques. J'ai mis quelques exemples de ce que ces dispositions sur la gouvernance des produits imposent aux banques. Ça, c'est le document complet, excellent pour réviser son anglais, bien entendu. Et vous verrez, on fait le pari que dans le temps, il y aura des connexions entre la réforme du courtage et la gouvernance des produits bancaires parce qu'il y a des objectifs communs, notamment en matière de surveillance de la commercialisation aux clients. J'ai passé, sans les développer, des sujets qui sont des sujets importants, que vous avez devant les yeux. On les ignore pas. Quelques-uns, on les a survolés ou évoqués simplement. Pour terminer dans ce tour d'horizon, la réforme des sûretés, par exemple. Tous ceux d'entre vous qui ont une connaissance en matière de sûreté, notamment sur le cautionnement, toutes nos connaissances, les vôtres et les miennes, sur le cautionnement, tombent dans les oubliettes le 31 décembre prochain. Le 1er janvier 2022, on se réveille avec un nouveau code civil en matière de droit des sûretés, nouvelle définition du cautionnement, nouvelle mécanique du cautionnement, tout change. C'est dans 3 mois, rien n'est sorti. Les décrets sont sortis il y a 15 jours. Toujours des références avec des bonnes adresses. Le lexique du courtage en crédit vous est proposé par Endroit Avocat, si vous voulez le mettre sur votre site, moyennant une contribution ridicule. Ça vous permet d'avoir la présentation d'un bon vocabulaire bancaire avec vos clients. Le fameux questionnaire auquel vous pouvez accéder, si ça vous intéresse. Vous prenez 2 minutes, vous faites le questionnaire, les 20 questions, et vous savez quelle note vous avez. Les bonnes lectures du moment et toutes vos questions, vos suggestions, vos observations, vos indignations sur toutes
les faussetés ou les imprécisions qui ont été les miennes. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? On peut partager un micro pour ceux qui veulent. Pas de questions, pas de remarques. Merci de votre attention et bon voyage au Salon du Crédit.